Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, nous nous retrouvons pour un exposé sur l'histoire culturelle des objets et plus spécifiquement, on va s'intéresser à l'histoire de la chaussure à talons dans une perspective de réflexion sur les normes de genre. Car, comme vous pouvez le découvrir en vidéo avec l'image qui s'affiche à l'écran, qui est le portrait du roi de France Louis XIV, réalisé par le peintre de cour Hyacinthe Rigaud en 1701, donc 14 ans avant la mort de Louis XIV au début du siècle des Lumières. Eh bien, on voit le roi de France en majesté, en costume de sacre, avec les attributs du pouvoir, hein, l'épée, la couronne, la fleur de lys des rois de France, et puis on le voit quand même avec ses chaussures, donc qui sont le sujet de ce soir, des chaussures à talons, avec, paraît-il, des talons qui pouvaient aller jusqu'à 15 cm. Le Louis XIV, déjà qu'il était grand, mais ça devait encore plus en ajouter une couche. Enfin voilà, ça grandit forcément la silhouette du personnage. Et ça ajoute quoi, sa stature, hein, puisqu'on est impressionné par les personnages grands. Et les sondages d'opinion montrent que les Français, quand on leur fait des élections, ils ont tendance à préférer des candidats qui sont grands que petits. Vous savez que j'anticipe un peu sur pourquoi est-ce que c'est porté, mais ça peut avoir cet effet-là sur la stature. Alors c'est intéressant comme sujet au prisme de la question des normes de genre, puisque je ne vous apprendrai pas que ce n'est plus la norme pour les hommes de porter des chaussures à talons à notre époque. Mais alors, comment ça se fait qu'à l'époque de Louis XIV, ça pouvait être considéré comme tout à fait acceptable et même souhaitable, enfin bien vu, un symbole de pouvoir et de respectabilité, de réussite sociale, que de porter un tel choix d'accoutrement? D'où vient cette chaussure à talons et comment a-t-elle acquis cette connotation qui permettait aux hommes de la porter? Et puis comment a-t-elle acquis à une date encore ultérieure une connotation de genre exclusivement féminine? Comment se fait-il que les objets soient traversés par une histoire normative, une histoire de valeur et de signification, une histoire en l'occurrence des normes de genre, c'est-à-dire de ce qui est socialement attendu ou souhaité d'un individu sur la base de son sexe. Il y a des choses à faire pour être un homme dans une société donnée, et il y a des choses à faire pour être vu ou perçu comme une femme, ou en tout cas une femme qui convient aux normes d'une société ou d'une période donnée. C'est ça qu'on appelle les normes de genre. Alors, d'après mes petites recherches sur le sujet, on peut faire dater l'apparition de la chaussure à talons, semble-t-il, de la haute antiquité égyptienne, car nous avons retrouvé sur des murs de temples et de tombes égyptiennes des représentations de talons hauts, donc dans des structures qui sont datées de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et puis j'avais vu la même information pour d'autres tombes ou monuments égyptiens datés de 3500 avant Jésus-Christ. Donc en fait, ça semble extrêmement ancien comme type de vêtement. Cependant qu'il faut noter que dans le cas de l'Égypte ancienne, ça semble, alors après c'est aussi peut-être un biais de sélection dû aux monuments qui se sont conservés ou pas à travers l'histoire, puisque ce n'est pas des tombes de type de base qui ont survécu aussi longtemps évidemment. Donc ça peut biaiser l'interprétation de la place sociale de cet objet, mais ça semble plutôt une chaussure portée par les prêtres ou les couches aristocratiques et nobles de la haute société égyptienne antique. Donc plutôt un symbole attaché au pouvoir ou aux couches sociales dominantes. Et on peut encore imaginer que c'est en lien avec justement la stature qui est agrandie. On est plus grand quand on porte des chaussures à talons. Certains m'avaient fait remarquer en prélude de cette vidéo que la question de la définition de cet objet par rapport à d'autres types de chaussures n'était pas évidente. J'avais proposé de distinguer la chaussure à talons vis-à-vis des sandales, par exemple, qui sont des chaussures plates. Et ça nous amène immédiatement au second point, qui est l'utilisation de cet objet à l'époque romaine. Je passe totalement sur la place que ça pouvait avoir ou pas dans la société de la Grèce antique, mais il semblait qu'elle a pu exister à certains moments. Alors chez les Romains, l'apparition de talons, ou en tout cas la volonté d'élever un petit peu la taille
des chaussures portées répond apparemment à des impératifs militaires. On a une anecdote qui nous parle des légions romaines de César qui se plaignaient d'avoir à traverser toute l'Europe à pied avec des sandales plates, qui sans doute avaient peut-être une semelle tellement fine qu'elle cassait, ou peut-être que ça ne gérait pas bien le mouvement du pied répétitif, voilà, toute la journée durant des longues marches. Donc, à partir de la fin de l'époque républicaine romaine, il semble qu'on ait eu une augmentation de la taille des chaussures de marche. Hein, je lis. Donc César finit par ordonner l'abandon de la semelle plate pour la chaussure à talons. Donc des chaussures ayant des talons de 1 pouce jusqu'à 4 pouces pour les plus amples. Hein. Donc on définira sommairement la chaussure à talons comme une chaussure dont l'arrière présente une pointe ou une extrémité qui la surélève par rapport à l'avant de la chaussure. Donc elles n'avaient pas forcément toujours la même longueur de talon à l'arrière, sans doute aussi parce qu'on est à des époques pré-industrielles et que donc c'est de la fabrication manuelle à chaque fois, et elles ont probablement des petites variations les unes par rapport aux autres. Je lis en tout cas que ces nouvelles chaussures à talons d'à partir de la fin de l'époque républicaine, début de l'époque impériale romaine, permettaient de parcourir 2 fois plus de distance que la sandale plate ou que la chaussure surélevée. Alors je ne sais pas comment ils calculent ça, peut-être par rapport à des observations sur les dates à laquelle les armées arrivaient à tel ou tel endroit. Enfin, aucune idée de savoir comment ils ont bien pu savoir que ça permettait de faire des distances plus grandes et de quelle ampleur. Mais voilà, manifestement, la surélévation de l'arrière de la chaussure permet de se déplacer plus vite. Dans la même source, j'avais noté que même les barbares adoptèrent des chaussures à talons de 2,5 cm à l'arrière. Donc ça semble moins pénible de ne pas marcher sur du plat tout le temps, voilà, pour des raisons d'anthropologie physique qui me dépassent un petit peu, mais ça semble être prouvé historiquement. Alors, déplaçons-nous dans l'histoire, parce que pour l'instant, finalement, là, on a plutôt parlé de l'Antiquité et on est passé de l'Égypte à l'Empire romain sans trop de transition. Il y a un autre espace historiquement où la chaussure à talons a été beaucoup pratiquée, c'est les peuples des steppes d'Asie centrale, puisque en fait la chaussure à talons n'est pas toujours, passé une certaine taille de talon et de pointe justement, facile à porter pour marcher. En revanche, elle peut avoir une utilité pour servir d'éperon pour une monture en fait. Je ne sais plus où j'avais noté ça, attendez un instant. Voilà, des souliers à talons ressemblant à ceux qu'on connaît aujourd'hui étaient portés par les cavaliers mongols. Ils leur permettaient de mieux tenir sur leurs étriers. Donc autant pour moi, c'est pas forcément pour éperonner la monture, mais rester en selle longtemps semble plus adéquate avec une chaussure à talons. J'ai sauté aussi une anecdote sur l'Égypte ancienne. Alors c'est pas lié aux castes supérieures et à la noblesse, mais semble-t-il que c'est pas encore des chaussures à talons, c'est plutôt des chaussures surélevées, donc c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il avait existé un certain type de chaussures surélevées pour les bouchers de l'Égypte ancienne, parce que quand vous travaillez avec des animaux que vous ouvrez en deux et qu'il y a du sang partout, c'est pratique de ne pas marcher directement dans le sang avec des sandales. Donc ils avaient des chaussures surélevées pour des raisons professionnelles. Mais c'est un peu périphérique par rapport à notre histoire. Donc il y avait une forte présence de chaussures à talons chez les peuples des steppes d'Asie centrale au cours du Moyen Âge. Alors la question se pose de savoir à quel moment ça a été réintroduit dans la culture européenne, sachant qu'au Moyen Âge, la grande majorité de la population en fait ne portait pas ce type de chaussures. Les gens avaient plutôt des sabots, des chaussures en bois, ou des sandales, selon l'espace ou la période dans laquelle ils vivaient, mais ce n'était pas pratiqué véritablement dans l'Europe médiévale.
Alors, si on veut comprendre les origines de la chaussure à talons et son importation en France notamment, il faut s'intéresser à la période de la Renaissance. À la Renaissance, il va se passer plusieurs évolutions. Il y a l'influence de la société turque parce que au XVe siècle, en Turquie, ont été inventés un certain type de chaussures surélevées qu'on appelle les chopines. Alors, donc, c'est des chaussures à semelle compensée, ça compte pas véritablement comme chaussures à talons, mais il y a quand même l'idée d'une chaussure haute, hein, d'une chaussure qui donne de la hauteur à son porteur, même si on voit, d'après le modèle vénitien du XVIe siècle que vous avez à l'écran, que voilà, ça ressemble pas à ce qu'on appellerait une chaussure à talons ou à talons hauts. Cependant, ça avait certains avantages, donc pour la stature encore pour se grandir, mais ce qui a convaincu les Vénitiens d'inventer ou d'importer, je ne sais pas exactement, ce type-là de chaussures à la Renaissance, eh bien c'est aussi un problème qui est lié à la géographie et aux conditions urbaines de Venise, puisque vous savez que c'est une ville construite sur les eaux, où il y a régulièrement des inondations, ou en tout cas la nécessité de se déplacer dans des coins où il peut y avoir de l'eau stagnante ici et là, bon, sur des marches de telle ou telle partie. Bon. Quand telle ou telle zone pouvait être inondée, eh bien, ça pouvait être intéressant de porter des chaussures suffisamment surélevées pour ne pas avoir les pieds qui trempent. Et là, soudain, cet objet qui semble improbable et incommodant prend un peu plus de sens. Je lis donc que ça a été porté à partir de 1400 à Venise en Italie, principalement dans les couches sociales supérieures, hein, les courtisanes et les patriciennes portaient ce type-là de chaussures. Je lis les hautes chopines permettent à une femme d'étendre littéralement et figurativement son statut, donc voilà, ça crée des silhouettes plus hautes, ça permet d'avoir une taille plus grande tout en ayant un impératif pratique. Donc ça devient la mode à la Venise à l'époque de la Renaissance, et ça c'est très important historiquement, puisque les gens ne portent pas simplement des chaussures ou des types d'objets à cause de leur utilité fonctionnelle, mais aussi très souvent pour des questions de distinction sociale et de prestige. Or, Venise à la Renaissance, eh bien, c'est la capitale politique d'une vaste thalassocratie qui domine la Méditerranée, notamment orientale, avec toute une série de colonies et de ports ou de petites îles qui dépendent de la République de Venise, qui est un État indépendant. C'est un État très riche, convoité, qui a donc la capacité d'influencer eh bien, les modes ou d'avoir du rayonnement culturel sur d'autres parties de l'Europe de la Renaissance, les autres villes de l'Italie du Nord et potentiellement d'autres cours européennes, surtout que à la fin du XVe siècle, diverses puissances européennes, notamment l'Espagne ou la France, s'intéressent de plus en plus et vont commencer à faire des guerres, hein, notamment la France avec les expéditions de Charles VIII, je crois, dans le nord de l'Italie pour s'emparer des richesses de cette terre voilà, où s'accumulent les revenus, puisque c'est les États du pape qui occupent le centre de l'Italie avec Rome, que les impôts prélevés dans toute la chrétienté se concentrent dans l'Italie de la Renaissance, que l'Italie de la Renaissance comporte en plus de ses revenus fiscaux drainés, si j'ose dire, par Rome, toute une série de villes marchandes et portuaires comme Gênes, comme Venise, etc. Et puis en plus de ces revenus commerciaux qui sont liés à tout le commerce méditerranéen, il y a le développement d'un capitalisme dans certaines de ces villes de la Renaissance avec des activités proto-industrielles, par exemple l'arsenal de Venise, hein, qui construit des bateaux de guerre et civils de manière très très soutenue avec des milliers d'ouvriers qui en dépendent. Donc on a des modernisations et un enrichissement de cette Italie du Nord qui attire les convoitises et qui est susceptible, par le prestige de sa littérature, de ses arts, de ses peintres, hein, c'est l'époque de Raphaël, de Michel-Ange, de Léonard de Vinci, enfin tous ces grands artistes de la Renaissance, tous les savants de la Renaissance aussi. Donc un espace qui attire les noblesses européennes et qui a la capacité éventuellement de donner un peu le là en matière d'art, de mode et de vie culturelle. Donc cette chaussure à talons, elle est dérivée de l'adaptation italienne de la chopine turque ou orientale. Et à partir de là, il va y avoir l'importation de la chaussure à talons vers la France.
Entre parenthèses, je disais que voilà, c'est une invention, la chaussure à talons, qui est tout à fait liée à la culture italienne de la Renaissance. Il y a une légende, semble-t-il, parce que c'est pas, enfin, j'ai pas de preuve que ça s'est bien passé comme ça, mais on attribue à Léonard de Vinci l'invention des talons hauts. Donc je pense qu'il a fait toutes sortes d'inventions qui sont pas celles-là, mais voilà, ça montre qu'il y a l'idée que c'est quand même de cette époque-là et de cette région-là de l'Europe que date l'invention de la chaussure à talons. Donc elle a certainement existé, même si j'ai pas l'info sous les yeux là, en Italie, et puis ensuite ça a été diffusé. Alors je lis, la Renaissance marque un temps de liberté pour la chaussure. Au XIVe siècle, la mode du soulier à l'ours s'impose. Ces souliers sont manufacturés, hein, insistons sur ce mot parce que ça veut dire qu'il y a une certaine standardisation de la production quand même, sont manufacturés en cuir ou en riches étoffes. L'échappin, provenant de l'italien scapino, se généralise. Le futur escarpin désigne un soulier élégant, léger, non lacé et à semelle mince. À la fin du XVIe siècle, le talon fait enfin son apparition, mais uniquement sur les chaussures d'homme, ce talon servant à bloquer les étriers sur les chevaux. Donc on va retrouver cette fonction liée au déplacement à cheval, hein, qui sont quand même très courants, notamment dans les élites aristocratiques européennes qui ont les moyens de s'acheter un cheval, ça coûte quand même une fortune. Euh, donc on invente finalement le soulier qui va donner sa naissance à l'escarpin, et puis la greffe avec le talon haut se fera au XVIe siècle. Très vite, on remarque que marcher avec ses chaussures à talons donne du style et une certaine tenue. Nananana. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce mouvement d'importation-diffusion de la chaussure à talons vers les couches de la noblesse, on va dire au tournant du XVe et du XVIe siècle, ce n'est pas une chaussure qui a une connotation de genre marquée, c'est des chaussures unisexes en fait, la chaussure à talons. Les nobles masculins en portent parce que ça les aide à bloquer les étriers des chevaux, mais les femmes vont aussi en porter pour des raisons de tenue et de prestige social, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des chaussures qui favorisent le fait de marcher facilement ou vite, ça peut être fatigant d'en porter toute la journée, et ça peut gêner les mouvements, notamment quand on n'en a pas l'habitude. Donc, c'est pas parce que ça a une utilité fonctionnelle nécessairement que c'est adopté, mais c'est aussi pour se distinguer des couches sociales qui ne se fabriquent pas ces chaussures-là, avec certainement des matières, voilà, qui coûtent cher. D'ailleurs, je lisais sur la question du prix. Je lisais sur la question du prix. Oui, bien qu'il y ait quelques références au talon dans l'histoire avant cette date, donc avant les années 1500, hein, début de l'époque des temps modernes finalement, c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus populaires pour les hommes de la cour et que l'expression bien chaussé a suggéré être riche ou pouvoir s'offrir des chaussures coûteuses. Mais voilà, parce que quand vous commencez à avoir les moyens de vous acheter des objets qui ne servent à rien ou qui servent moins quelque chose de plus fonctionnel, eh ben c'est évidemment un marqueur de distinction sociale. Et en fait, quand on regarde les pratiques des couches supérieures, on peut s'apercevoir qu'ils ont tendance à faire toutes sortes de choses pas forcément bien rationnelles ou fonctionnelles ou liées à des nécessités de survie ou à des besoins réels, mais qui servent à se distinguer. Et c'est ainsi qu'encore au XXIe siècle, quand on va dans les restaurants des riches, on trouve très souvent de toutes petites parts de machins pas très nourrissants, tandis que les pauvres, eux, ils ont droit à de la bouffe en quantité grasse et abondante. Voilà, ça sert à se distinguer dans la manière de pratiquer la cuisine, la culture culinaire. Bref, donc sur les chaussures, elles permettent de se distinguer. Elles sont unisexes quand la chaussure à talons apparaît au XVIe siècle. Et elles semblent avoir été importées d'Italie très précisément en France en 1533, puisque 1533, c'est le mariage de la princesse Catherine de Médicis avec, donc une princesse florentine, avec le roi de France. Et l'arrivée de Catherine de Médicis à la cour de France, alors qu'elle n'est âgée que de... J'avais noté la date. Je sais plus, enfin c'est une jeune princesse, quoi. Bon, elle fait venir ses talons à l'occasion de son mariage avec le duc d'Orléans. Oui, donc c'est peut-être pas le roi de France, enfin bref, c'est une famille royale. Et elle est aussitôt imitée par les dames de la cour.
Donc on veut faire comme Catherine de Médicis, parce que c'est une jeune princesse, etc., puissante, et parce que c'est la mode italienne, c'est nouveau, ça vient d'arriver, donc c'est adopté par les femmes de la cour, mais aussi par les hommes. Donc c'est vraiment une chaussure qui est unisexe, dès son introduction en France en 1533, et ça va le rester quasiment jusqu'à la Révolution française. Donc en fait, on a une période de 270 ans où c'est plus ou moins admis que on peut porter les chaussures à talons que l'on soit un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est un marqueur distinctif de la noblesse, notamment sur le choix de la couleur. Quand ils sont rouges, et ils ont tendance à être choisis comme rouges dans les couches sociales aristocratiques, bah, c'est un marqueur de la puissance, de la fortune. C'est une couleur riche, hein, c'est la couleur des habits des cardinaux, le rouge. Enfin, c'est une couleur qui fait penser qu'à les connotations de la tenue des sénateurs romains, hein, la toge rouge. Hein. Donc ça symbolise le pouvoir. Enfin, c'est une couleur qui a ce type-là de caractéristiques. Donc on a indiqué finalement quelques-unes des usages ou des caractéristiques que pouvait permettre cet objet. Ça va se normaliser, hein, si bien qu'au XVIIe siècle, avec le développement de la société de cour, c'est-à-dire le fait que les noblesses vont, un peu moins que par le passé quand même, remplir un rôle d'aristocratie guerrière, que de toute façon les formes de la guerre se transforment, avec l'escrime qui remplace les énormes épées qui sont plutôt des masses ou des haches médiévales, avec l'apparition de la poudre à canon qui fait que les combats se font un peu plus à distance, avec tout un série de transformations dans l'art de la guerre. Voilà, le corps nécessaire au combat va être davantage que celui d'une grosse brute massive en armure, un corps qui est mobile, hein, qui est agile. Hein. Les combats d'escrime, ça demande essentiellement du jeu de jambes et de la mobilité, les mêmes aptitudes finalement qu'on va trouver se développer dans la danse. Hein, et au siècle de Louis XIV, on a un énorme développement de la danse classique, voilà, le ballet, dans les couches sociales de la noblesse. Ça fait partie des pratiques qui les distinguent socialement, des codes sociaux qu'il faut acquérir. Plus vous les avez acquis, parce qu'il y a toute une série de couches de normes qui sont inventées, plus vous allez percer dans les milieux qui sont proches de la cour et du roi. Et cette concentration du pouvoir autour de la personne du monarque, singulièrement sous le règne de Louis XIV, mais c'est tout un processus qu'on peut faire remonter aux souverains de la Renaissance et même avant, cette concentration du pouvoir autour du souverain, eh bien, elle normalise la noblesse, elle l'oblige à des usages qui sont plus artistiques, plus voilà, élégants que par le passé. La chaussure à talons s'inscrit dans ce processus de création d'une société de cour et de pacification relative de la noblesse. La noblesse à laquelle d'ailleurs l'État royal tente au XVIIe siècle avec Richelieu d'interdire le duel et de monopoliser la violence sous des formes légales pour la restreindre dans les couches de nobles qui sont des gens pénibles, qui s'entretuent un petit peu pour rien, et ça fait de l'agitation dans le royaume. Donc à mesure que la monarchie a des moyens de contrôle et de surveillance croissante, elle essaie de lutter contre cette violence des couches élitaires ou éventuellement de la rediriger vers des ennemis extérieurs en allant attaquer justement l'Italie de la Renaissance qui nous avait rien fait, ou d'autres espaces un peu périphériques, mais on essaie d'éviter la guerre ou les pratiques violentes à l'intérieur de la société et de pousser les nobles à se différencier les uns les autres, à rentrer en compétition symbolique les uns les autres autour de pratiques pacifiques, des sports, des ballets, voilà, des circonstances sociales liées à la cour du roi. Le fait de plaire au roi, le fait d'obtenir une pension du roi, parce que vous comprenez, le roi m'a regardé ce matin, toute cette concurrence symbolique permet de sortir finalement de la violence qui prévalait dans le modèle féodal antérieur. Hum, Que vous dire de plus que j'aurais pas dit?
Oui, donc il y avait peut-être quelques exemples. Là, j'avais mis des chopines. Là, on a vu les chaussures de type Louis XIV. Donc on retrouve le rouge, hein, le doré, symbole du pouvoir. Que dire d'autre? Donc évidemment, c'est souvent des objets d'artisanat de luxe, hein, fabriqués pour les besoins de telle ou telle personne. Donc ils peuvent être très chers, évidemment, très individualisés. Alors, s'agissant de ceux de Louis XIV, j'avais lu ailleurs qu'il avait des talons qui pouvaient aller jusqu'à 15 centimètres, mais peut-être c'est que pour la photo, enfin la peinture, j'allais dire la photographie, c'est peut-être que pour la représentation en costume de sacre qu'il en a de aussi haut. Je lis, Louis XIV portait des talons de bois de 10 à 12 centimètres de hauteur, ce qui est au-delà des limites du confortable à mon avis, recouverts de cuir rouge, donc ils sont pas peints en rouge, ou c'est pas directement un objet qui est en rouge, c'est entouré de cuir rouge, comme il était de mode en Europe depuis le début du XVIIe siècle. Ces talons pouvaient être décorés de scènes diverses en miniature, donc voilà, c'est un niveau de détail qui fait que c'est du bel objet, hein. Cette mode de talons appelée venez y voir se répand très vite chez les courtisans. Les talons hauts, fins et cambrés français étaient concurrencés par les talons robustes anglais, donc c'est aussi une mode qu'on retrouve dans d'autres pays européens de manière assez généralisée. À la cour du roi Soleil, les nobles se hissent sur des talons d'au moins 12 centimètres, d'abord pour se différencier du petit peuple. Ils sont surélevés, plus haut, ils se rapprochent du ciel et du pouvoir suprême. Enfin voilà, ils sont plus grands surtout, hein. De plus, ces chaussures pas très faciles à porter au quotidien, tu m'étonnes, empêchent tout travail. Rappelons que les nobles n'ont pas le droit de travailler, sinon c'est déroger à leur rang. Un noble doit prouver qu'il vit noblement, hein, du temps de Montaigne au XVIe siècle. Comment est-ce que Montaigne prouve qu'il est noble? C'est pas tellement parce qu'il a des archives très convaincantes sur le fait que ses ancêtres étaient eux-mêmes nobles depuis très longtemps. Mais bon, ça fait 2-3 générations qu'il a les moyens de vivre noblement, comme on dit dans le temps. Donc en fait, c'est un mode de vie associé évidemment à la possession terrienne de certains espaces. Mais bon, quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des terres et les droits des paysans qui s'y affairent. Donc et voilà, il faut prouver qu'on vit noblement, et bien on a des chaussures qui sont incompatibles avec le travail, ça prouve bien qu'on ne travaille pas, qu'on appartient à la couche sociale supérieure qui verse son sang pour la patrie, n'est-ce pas, mais qui ne travaille pas. On nous dit que Louis XIV, plutôt petit de taille, alors autant pour moi je croyais que c'était le contraire, aimait à porter ses accessoires pour se rajouter quelques centimètres en plus de sa perruque. Et oui, donc finalement, Sarkozy n'a rien inventé avec ses talonnettes, hein. Vous voyez que c'est un souci des hommes de pouvoir de jouer sur l'impression corporelle qu'ils font. Ces accessoires deviennent vite une vitrine pour montrer l'étendue de la richesse du porteur. On les orne de rubans, de boucles serties de pierres précieuses, de dentelles, bref, on se la pète via ces pompes. Oui, donc c'est une mode aristocratique qui existait aussi en Orient, hein, puisque je lis le Shah Abbas I de Perse au début du XVIe siècle avait la plus nombreuse cavalerie du monde et citait ces cavaliers qui avaient justement cette chaussure à talons. Donc il y a quand même une imitation, une importation orientale, même si c'est pas forcément complètement. C'était peut-être pas nécessairement tant que ça conscient que c'était une mode d'inspiration orientale pour les contemporains, si l'une des origines, enfin l'une des médiations avec l'Orient en tout cas venait de l'Italie de la Renaissance. Mais bon. Donc le fait d'avoir des vêtements non pratiques est une manière pour les classes sociales supérieures de se distinguer des classes sociales pauvres en montrant qu'ils n'ont pas à marcher dans les champs, qu'ils n'ont pas à se soucier d'avoir des vêtements fonctionnels. Les talons et les semelles étaient toujours rouges, la teinture était chère et avait une connotation martiale.
La mode s'est rapidement propagée à l'étranger. Le portrait du couronnement de Charles II d'Angleterre en 1661, donc un roi contemporain de Louis XIV, le montre portant une paire d'énormes talons rouges à la française, bien que sa taille initiale était déjà de 1,85 m. Donc ça, c'est quand même intéressant comme exemple, ça nous permet de confirmer que ce n'est pas juste un complexe de taille, c'est pour marquer sa stature au maximum et puis faire comme les autres nobles. Dans les années 1670, Louis XIV publia un édit selon lequel seuls les membres de sa cour étaient autorisés à porter des talons rouges. Donc c'est bien des marqueurs de distinction qui trient parmi les nobles eux-mêmes. En fait. Dans la pratique, des imitations des fameux talons non autorisés étaient en circulation. Donc, comme toute règle, elle est vouée à être potentiellement enfreinte, mais ça montre que c'est la mode et que c'est un marqueur de rang. Alors, un élément qui est intéressant et paradoxal pour l'histoire du genre, c'est que semble-t-il au XVIe siècle, il y a une évolution du costume féminin qui tend à le rapprocher du costume masculin. C'est pas ça qui détermine l'adoption des talons hauts par les femmes, puisqu'on a vu que c'était déjà la mode chez les Vénitiennes et chez Catherine de Médicis au siècle précédent. Mais au XVIIe siècle, on nous dit, je cite, que les femmes se coupaient les cheveux et ajoutaient des épaulettes à leur tenue, elles fumaient la pipe, portaient des chapeaux très masculins. Elles ont donc cherché à masculiniser leur tenue, ou en tout cas à réduire la distinction des sexes au niveau de la tenue au XVIIe siècle. Et donc les talons hauts qui sont unisexes participent finalement de cette indistinction du costume. Peut-être semble-t-il pour le XVIIe siècle que le principal marqueur de distinction n'est pas tant le fait d'être un homme ou une femme, mais le fait d'être un homme ou une femme de la noblesse ou d'une couche de la noblesse suffisamment importante pour avoir un certain type d'habit. Hein, c'est des sociétés d'ordre d'Ancien Régime, donc la distinction n'est pas forcément toujours que entre les sexes, ça peut aussi être entre les couches, entre les ordres sociaux par rapport aux ordres sociaux inférieurs. Alors, quand les talons hauts ont-ils décliné chez les hommes au point de disparaître et de ne plus être considérés comme socialement admissibles pour les hommes? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une évolution qui nous a mené à la situation qu'on connaît actuellement en termes de normes de genre? Alors, il s'est produit plusieurs choses différentes. Le XVIIIe siècle marque l'avènement des Lumières, un mouvement de philosophie centré sur la lutte contre les préjugés, le développement de la raison, etc. Je renvoie à une autre vidéo de la chaîne sur les Lumières. Le mouvement des Lumières a apporté un respect nouveau pour le rationnel et l'utile. Hein, c'est sûr que là, la noblesse se pose là comme couche sociale dont l'utilité était décroissante au XVIIIe siècle. La mode masculine s'orienta au XVIIIe siècle vers des vêtements plus pratiques. En Angleterre, les aristocrates ont commencé à porter des vêtements simplifiés liés à leur travail de gestion des domaines ruraux, car les nobles anglais, contrairement à la noblesse française, travaillent. Ça, c'est très important pour comprendre la distinction entre leurs places respectives. Et dans la mesure où l'Angleterre, qui devient plus riche et plus puissante que jamais au XVIIIe siècle, est un modèle et un concurrent à la fois du royaume de France et de sa cour, ça peut intéresser un certain nombre de personnalités d'adopter des codes vestimentaires ou culturels d'importation anglaise. Hein, parce qu'on a tendance à aimer à copier les gens qui sont plus riches et plus puissants que nous. On le voit bien encore aujourd'hui avec le rayonnement culturel d'une puissance comme les États-Unis, qui eux nous ont transmis un truc à eux, le jean, n'est-ce pas, entre autres. Donc, recherche de vêtements plus rationnels, imitation peut-être davantage marquée vis-à-vis de l'Angleterre. Et puis, il se produit un mouvement qui est qualifié donc, dans un article que j'ai traduit de période de grande renonciation masculine, qui allait voir les hommes abandonner le port de bijoux de couleurs vives, de tissus ostentatoires, au profit d'un look plus sombre, plus sobre et plus homogène. Les vêtements masculins ne fonctionnaient plus aussi clairement comme un symbole de classe sociale, mais alors que ces frontières s'estompaient, des différences genrées entre les sexes devenaient plus prononcées. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a un double croisement qui s'est opéré au XVIIIe siècle.
démocratisation et limite de la différenciation vestimentaire entre les couches sociales masculines, mais dans le même temps accroissement de la différenciation sociale entre les deux sexes. Comme si d'une certaine façon l'inégalité qui commençait à disparaître et qui allait se faire emporter par la Révolution française entre les ordres d'Ancien Régime, eh bien, était déportée vers un autre clivage, le clivage entre les hommes et les femmes. Donc à partir du XVIIIe siècle, nous dit l'auteur du texte que je traduis, les femmes étaient considérées comme émotionnelles, sentimentales et non éducables, alors pas par tous les auteurs de Lumière, cela dit, mais bon, admettons. Donc il y a une construction de l'image de la femme comme plus irrationnelle qui se serait développée à partir du XVIIIe siècle, où une conscience de la différence des sexes qui aurait été plus marquée qu'avant qui s'est diffusée. Et dans ce contexte-là, le talon haut, qui n'avait plus vraiment sa fonction originelle d'équitation, parce que dans la noblesse, on va quand même plutôt pratiquer la voiture, n'est-ce pas? Donc on est à l'arrière, on est assis, c'est plus tranquille quand même. Les routes se sont améliorées, donc on peut ne pas être à cheval tout le temps. La fonction d'équitation de la chaussure à talons tend à disparaître. Puis la noblesse fait quand même beaucoup moins la guerre, ou beaucoup moins souvent. Donc ça reste un objet qui est juste peu pratique. C'est peu pratique, donc c'est stupide donc c'est féminin. Voilà, c'est un peu ça l'association d'idées qui s'est opérée au XVIIIe siècle. Les talons sont devenus considérés comme stupides et efféminés. Et vers 1740, donc on n'est quand même pas à la fin du XVIIIe siècle, les hommes avaient complètement cessé de les porter. Donc il y a une vraie rupture qui s'opère à ce moment-là. Les talons hauts vont très fortement disparaître pour les deux sexes au moment de la Révolution française parce que c'est toujours considéré comme un symbole distinctif de la classe aristocratique. Donc quand on voudra faire disparaître les distinctions entre les anciens ordres d'Ancien Régime, ça entraînera la chute de quelques têtes d'aristocrates et puis la chute vestimentaire du talon haut, qui ne réapparaîtra chez les femmes qu'au XIXe siècle. Mais c'est vraiment le XVIIIe qui marque la fin de la chaussure à talons hauts comme objet unisexe et l'apparition d'une connotation de genre spécifiquement féminine qui l'associe à la fragilité, à la délicatesse, au fait que c'est un peu irrationnel de porter ça, donc c'est féminin puisque c'est irrationnel. Est-ce que j'ai d'autres petites précisions sur pourquoi ça a disparu, le port unisexe au XVIIIe siècle? Oui, vous voyez, toutes les sources que j'ai traduites ne sont pas forcément tout aussi strictes ou aussi rigoureuses. J'ai donc une source précédente qui me dit qu'en 1740, les hommes avaient tout à fait arrêté de les porter. J'ai une autre source qui me dit plutôt que ça s'est arrêté vers la fin du XVIIIe siècle, enfin, au cours du XVIIIe siècle. Le talon haut, il est fortement chassé à la Révolution française parce qu'il est considéré comme aristocratique. On a parlé justement de cette tendance de l'habit masculin à se vouloir plus sobre et plus fonctionnel. On pourrait aussi considérer que le XVIIIe siècle est traversé par toute une polémique qu'on appelle la controverse sur le luxe, qui oppose notamment des gens comme Rousseau ou Mandeville, l'auteur de la fable sur les abeilles. Est-ce que la poursuite de l'enrichissement, du commerce et de l'argent contribue au développement moral de la société, ou est-ce que c'est un facteur d'avilissement et de corruption? Il y a des débats sur la place du luxe qui se font vifs au cours du XVIIIe siècle, et un certain nombre de courants critiquent le luxe. Il y a des auteurs communistes qui apparaissent dans la France du XVIIIe siècle dans les Lumières radicales françaises. Il y a des auteurs comme Rousseau qui développent une critique de la société de cour, de son hypocrisie, de ses mœurs à la fois dissolues et superficielles, enfin fondées sur les apparences. C'est le début d'un pré-romantisme aussi, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc dans cette volonté pour certaines couches sociales ou certains individus de se démarquer
de la société aristocratique et de ses mœurs jugées superficielles, eh bien, ça va avoir des conséquences de rejet vis-à-vis de la chaussure à talons. C'est perçu comme un symbole d'opulence, un symbole de richesse excessive. Donc ça va être très mal vu, notamment au moment de la Révolution française, où il y a justement cette présence de courants populistes, de courants révolutionnaires assez sociaux, liés aux Jacobins, liés au mouvement de gauche radicale de cette période. Donc on chasse les aristocrates et on chasse ceux qui rappellent l'aristocratie. Tout le monde se tutoie, hein. Vous savez, au moment de la Révolution française, il y a une période où on abandonne le vouvoiement. Donc ces tendances égalitaires, finalement, elles frappent les modes aristocratiques et ça devient tout à fait légitime de porter les chaussures à talons, même pour les femmes, durant la période de la Révolution française. Ironiquement, Marie-Antoinette est montée sur l'échafaud pour sa jeune et tragique exécution dans une paire de talons de 2 pouces en 1793. Donc c'est un des symboles justement de l'Ancien Régime. Elle est liquidée avec la vêture qui convient à son statut de noble qui refuse justement tout compromis avec la Révolution. Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc voilà, il reste quelques éléments que je garde un petit peu pour plus tard sur pourquoi est-ce qu'il reste pourquoi est-ce que la chaussure à talons s'est maintenue chez les femmes et pas chez les hommes. Je pense que là on a indiqué plutôt des raisons d'ordre historique assez circonstancielles, hein, de cette distinction. Il faudrait interroger plus largement cette question de la redéfinition des normes de genre au XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a un plus grand écart qui est souhaité dans la tenue entre les hommes et les femmes dans ce siècle-là? Pourquoi est-ce qu'on a à la fois un mouvement de limitation de la différence entre les ordres sociaux et de augmentation de la différence entre les sexes? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une sorte de déplacement des inégalités ou de la volonté de se démarquer entre les groupes sociaux? Il faudrait creuser cette question. Et puis, je vous reparlerai sûrement ultérieurement d'autres raisons qui seraient plutôt à chercher du côté de la psychologie sur le pourquoi du maintien du port de la chaussure à talons chez les femmes. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.